Donc, merci encore pour cette présentation. On va maintenant accueillir la deuxième présentation de la soirée. Donc, on reçoit la présentation d'Anne-Sophie Gironne, intitulée Cibler la résistance aux chimiothérapies dans les cancers du sein. Donc, pour la présenter rapidement, après avoir terminé son bac en sciences biomédicales, Anne-Sophie a commencé sa maîtrise en sciences pharmaceutiques dans la recherche du cancer du sein. Curieuse de nature, elle cherche à comprendre les mécanismes qui permettent aux cellules cancéreuses de résister au traitement de chimiothérapie. Donc, on peut l'accueillir sur scène. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, dans le fond, comme ça a été déjà présenté, je m'appelle Anne-Sophie, puis je vous présente la résistance à la chimiothérapie dans les cancers du sein triple négatifs. Pour parler un petit peu plus de moi, autre que mon parcours académique, j'aimerais mentionner que je suis originaire de la Abitibi-Témiscamingue. Pourquoi? Simplement parce que en ville, souvent, les gens, quand je leur dis ça, sont vraiment surpris parce que c'est une région que des fois, les gens ne connaissent pas puis ils n'ont jamais entendu parler. Donc, ceux qui ne savent pas, c'est la belle région en bleu ici, qui est environ à 8 heures au nord de Montréal. Donc, je suis déménagée à Montréal pour faire mon baccalauréat en sciences biomédicales. Puis c'est vraiment au cours de mon baccalauréat dans lequel j'ai développé un intérêt pour la vulgarisation scientifique. Donc, je me suis impliquée dans divers organismes. On a fait des conférences dans des cégeps, des écoles secondaires, etc. Puis, il y a environ 1 an, j'ai commencé ma maîtrise en sciences pharmaceutiques. Puis, mon projet porte sur le développement de la résistance à la chimiothérapie. Mais en fait, dans le fond, il y a environ quelques mois, j'ai fait un switch dans mon laboratoire, puis j'ai commencé à vraiment plus m'intéresser à la bioinformatique. Donc, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est mon début de bioinformatique. J'avais jamais fait ça avant, il y a environ 3 mois, donc soyez indulgents, merci. Donc, pour commencer, juste de façon simplifiée, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi le sous-type de cancer du sein triple négatif. Donc, toutes les cellules dans notre corps possèdent des protéines à leur surface qu'on appelle des récepteurs. Puis, la liaison de molécules... en fait, les récepteurs sont vraiment comme des serrures sur notre cellule. La liaison d'une molécule qui va se lier à notre récepteur, puis induire une réponse dans notre cellule. Comme toute bonne combinaison serrure-clé, il faut que la molécule ait la bonne forme pour pouvoir se lier au récepteur et enclencher une réponse. La particularité dans les cancers du sein, en fait, dans d'autres cancers aussi, mais les cancers du sein les cancers du sein, en général, il y a certains types qui expriment des récepteurs hormonaux, dans le fond, puis la liaison de l'hormone sur le récepteur va induire une réponse qui va alimenter la croissance de la tumeur. Donc, ce qui sonne un petit peu plate pour ces cancers-là, en fait, c'est un avantage parce que la présence de ces molécules-là offre une cible thérapeutique pour traiter ces cancers-là. Donc, dans le cas des cancers qui sont dépendants des hormones, on peut donner une thérapie anti-hormonale qui va venir lier le récepteur hormonal, puis empêcher la liaison de l'hormone qui va cesser d'alimenter le cancer. Donc, contrairement, en fait, à tous ces... en fait, pour préciser, selon la présence de récepteurs ou de molécules à la surface de la cellule, ça va nous permettre d'orienter le traitement. Donc, en fait, la particularité, évidemment, du sous-type triple négatif, le nom le dit un peu, c'est que le sous-type triple négatif possède aucune des molécules qui est normalement exprimée puis qui sert de cible thérapeutique pour le traiter. Donc, les patients sont traités avec chimiothérapie. La seule particularité négative avec la chimiothérapie, c'est que ça fonctionne bien dans la plupart des cas, mais pour environ 60% des patientes, ils vont avoir une résistance qui va se développer dans environ 5 ans dans la suite du traitement. Donc, ça nous amène à nous poser comme question, qu'est-ce qui permet exactement à la cellule cancéreuse de développer une résistance au traitement? Pour comprendre mon projet, il faut comprendre, premièrement, qu'est-ce que c'est l'ARN. Donc, c'est pas tout le monde qui est familier avec ça, mais l'ARN, c'est l'étape qui est intermédiaire directement entre l'ADN et la synthèse des protéines. Donc, en fait, l'ADN, c'est un peu comme un grand livre de recettes qui possède toutes les recettes ou toutes les séquences qui sont nécessaires à notre corps pour produire toutes les protéines de notre corps. Donc, en fait, si on comparait l'ADN à un livre de recettes, les protéines seraient, par exemple, un gâteau qu'on produit, puis l'ARN serait une recette de gâteau au chocolat. Donc, en fait, en étudiant l'ARN plus précisément, ça nous permet de comprendre qu'est-ce que la cellule produit à ce moment-là, puis ce dont elle a besoin pour survivre. Après ça, basé sur ça, en fait, mon projet se base vraiment sur la fenêtre de chimiothérapie pour laquelle les traitements sont
pour laquelle les patientes sont traitées avec la chimiothérapie. Puis on essaie de cibler à différents moments durant le traitement qu'est-ce qui se passe exactement avec l'ARN. Donc, dans le fond, on séquence l'ARN, on étudie les gènes, puis on voit qu'est-ce qui change au fil du temps avec ça. Puis là, je vous rassure, on fait ça en souris puis en lignée cellulaire, pas en patiente encore. Là. Donc, il n'y a pas de femmes qui sont impliquées là-dedans encore. Donc, en fait, quand on reçoit des données de séquençage, on reçoit un fichier qui a l'air de ça, beaucoup plus gros, beaucoup plus long, mais ça, c'est juste une petite partie. Puis la séquence de l'ARN, c'est, dans le fond, la partie orange qu'on voit ici. Dans le fond, la séquence de l'ARN, c'est une séquence qui va être d'environ 50 à 100 lettres. Puis ces lettres-là vont être assignées une à la file, vont être alignées à certains gènes duquel elles proviennent. Puis à chaque fois qu'une séquence d'ARN est associée à un gène duquel il provient, on garde un compte qui s'accumule jusqu'à ce qu'on ait fini de passer à travers tout le fichier. Évidemment, c'est des fichiers qui sont vraiment extrêmement volumineux. Donc, moi, personnellement, je ne voudrais pas faire ça à la main. Donc, évidemment, on utilise des outils bioinformatiques qui nous permettent de faire ça vraiment beaucoup plus rapidement, puis quand même vraiment très efficacement. Donc, une fois qu'on a nos comptes, par contre, on ne peut pas tout de suite commencer à comparer puis à faire nos analyses. C'est vraiment nécessaire de normaliser nos comptes. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les gènes de notre corps n'ont pas la même longueur. Donc, il faut garder en tête à ce moment-ci que quand on séquence un ARN, les molécules sont d'environ, comme je l'ai dit, de 50 à 100 lettres. Donc, en fait, c'est un gène qui mesure environ plusieurs milliers de lettres, de nucléotides. En fait, toutes les combinaisons possibles de 50 lettres, bien, il va en avoir beaucoup, beaucoup plus que pour le gène 2, par exemple, qui est beaucoup, beaucoup plus court. Donc, pour pouvoir comparer nos gènes entre eux, on doit normaliser le nombre de matchs qu'on a pour un gène donné en fonction de sa longueur. Donc, il y a d'autres facteurs de normalisation qui sont nécessaires pour faire nos analyses, mais je vais vous épargner un petit peu les détails parce qu'on rentre un petit peu plus loin. Puis, une fois qu'on a normalisé nos gènes, en fait, en fonction de la longueur, on est capable de on peut les comparer entre eux. Donc, le gène 1 comparé au gène 2 ou le gène 1 comparé au gène 1, mais à un différent temps de traitement. Puis, à partir de ça, ça nous permet de comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que la cellule produit, puis qu'est-ce qui permet possiblement à la cellule de développer une résistance. Je vais vous donner un exemple un petit peu plus concret. Là. Restez avec moi, là. C'est pas si pire, je pense. Mais en fait, là, juste pour vous montrer, là, c'est un projet que j'ai fait là, avant de commencer ma bioinformatique, en fait. Là. Donc, j'étais en laboratoire, puis j'ai traité des lignées cellulaires de cancer du sein triple négatif avec une sorte de chimiothérapie, la cisplatine. Donc, j'avais 3 traitements, 3 contrôles, 3 traitements de 2 jours, 3 traitements de 4 jours. En science, en fait, c'est vraiment important de faire des réplicas parce qu'on veut s'assurer que les résultats qu'on obtient sont réplicables, ils peuvent être reproduits d'une expérience à une autre. Donc, en fait, on fait toujours 3 fois la même expérience pour s'assurer que les résultats sont similaires. Donc, en fait, pour s'assurer de la reproductibilité en bioinformatique, généralement, on peut faire une analyse de composantes principales. Donc, en fait, ce qui m'a vraiment mind blow, personnellement, avec l'analyse de PCA, en fait, c'est que c'est capable de prendre toutes les données normalisées qu'on a générées juste avant, puis de synthétiser ça avec seulement 2 composantes, donc 2 dimensions, qu'on va être capable de visualiser de façon plus claire dans un graphique que si on avait mis ici 400 000 données, donc 200 000 points. Donc, par exemple, quand ça nous donne un graphique comme ça, chaque point, en fait, comme je vous ai dit, oui? OK, excusez-moi. Oui, en fait, donc, comme je vous ai dit, en fait, en science, vu qu'on fait des réplicas biologiques, on a 3 réplicas. Donc, théoriquement, on s'attend à ce que la variabilité entre nos réplicas soit minime. Donc, sur une analyse de PCA, on s'attend à ce que chaque échantillon d'une même expérience se rassemble ensemble. Pour vérifier ça, en fait, là, on voit que on regarde chaque point ensemble, puis on compare avec la composante numéro 1, qui permet de diviser, en fait, les échantillons en fonction de leur variabilité sur l'axe des X, puis la composante 2 qui permet de séparer les échantillons, mais cette fois-ci en vertical. Donc, si on regarde ici, la composante 1, plus le pourcentage, en fait, est élevé, comme dans ce cas-ci, il est 35 %, on voit que l'échantillon qui est complètement à droite est vraiment pas mal différent de tout le reste de sa cohorte, de 35 % en fait, complètement.
Puis quand on regarde la composante principale 2, on voit qu'au contraire, les échantillons en haut et en bas sont différents du reste de leur cohorte ici. Donc, si vous voyez peut-être pas, ici, j'ai mes contrôles. Ici, j'ai mes contrôles, mes traitements de 2 jours, puis mes contrôles de 4 jours. Donc, si vous avez suivi un petit peu mon explication, vous allez comprendre que ben, mon expérience n'a vraiment pas fonctionné. Puis, il va falloir que je recommence. Puis, on fait... ben, c'est ça. C'est juste ça, c'est des expériences qui... Ça m'a pris 9 mois à créer ça. Donc, maintenant, je vais recommencer, puis on va trouver une manière de faire fonctionner ça. Mais pour être un peu plus sérieux, je dirais que une fois qu'on a fait ça, là, on est capable d'aller... On peut faire la même chose, par exemple, mais avec des données qui sont déjà publiques, donc qui ont déjà été vérifiées, des choses comme ça. Puis mon projet, personnellement, va s'enligner plus vers des modèles de souris. Donc, c'est pas des choses, personnellement, que moi, je fais dans mon laboratoire. Donc, c'est pas moi qui aura à générer les données, je vais juste les analyser. Donc, c'est à peu près ça. Merci. Donc, merci encore pour ta présentation, Anne-Sophie. Je vais inviter encore une fois donc, les gens à venir poser des questions au micro pour une période d'environ 5 minutes. Hello. Salut. C'est drôle, hein? Je me demandais, j'ai vu que tu utilisais une lignée cellulaire de cancer du sein triple négative. Est-ce que tu serais intéressée de voir, par la suite, être comparée avec d'autres lignées? Ou pourquoi celle-ci en particulier? En fait, oui, j'ai utilisé la lignée MDA 436, mais j'ai aussi utilisé une autre lignée cellulaire de cancer du sein triple négatif. Malheureusement, mes données de QPCR ne fonctionnaient pas vraiment, ce qui fait qu'en fait, quand on analyse l'expression des gènes avec QPCR, c'est un peu pour ensuite... C'est une espèce de contrôle positif pour voir que ce à quoi on s'attendait fonctionne effectivement dans notre expérience. Puis malheureusement, ça n'a pas été le cas, donc je n'ai pas envoyé ces données-là à séquencer. Mais il y a des gens dans mon laboratoire qui ont comme repris la partie un petit peu wet lab, donc laboratoire de mon projet. Donc oui, probablement qu'éventuellement, il va y avoir d'autres lignées cellulaires qui vont être intégrées, mais c'est malheureusement pas moi qui vais les faire. Puis, donc ça ne dépend pas de moi là, à partir d'ici. Là. Merci. Allô. Salut. Ma question est un peu plus générale, donc Ouais. c'est un peu peut-être plus facile à répondre, je sais pas. Ouais. Mais c'est parce que je suis pas en cancérologie, donc c'est vraiment... Bref. Je voulais savoir, est-ce que, dans le fond, je sais que les cancers du sein, c'est la majorité c'est des femmes qui en sont victimes. Ben, victimes. Qui en souffrent. Oui, effectivement. Mais je sais qu'il y a aussi des hommes, puis je me demandais si les hommes versus les femmes, il y a des données sur les différences dans comment ça s'exprime. C'est vraiment une bonne question. En fait, La justement, résistance et tout, là, aussi. Là. On en a discuté justement récemment dans notre laboratoire. Le problème avec ça, c'est qu'il y a, comme tu l'as dit, il y a vraiment peu d'hommes qui sont touchés par les cancers du sein, ce qui fait qu'il y a vraiment peu de données qui sont disponibles, ce qui fait qu'après ça, c'est difficile de trouver assez de données pour faire des études pour trouver des résultats. Donc, malheureusement, il n'y a pas vraiment de modèles qui sont encore disponibles pour faire ces études-là, mais c'est effectivement quelque chose qui serait vraiment très intéressant à vérifier parce qu'on s'attend probablement à ce qu'il y ait des petites différences au niveau des hommes et des femmes pour ça. Mais c'est une bonne question. Merci, c'est vraiment une très belle présentation aussi. Bravo. Merci beaucoup.